Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne qui va s'intéresser aujourd'hui au retour du grand frère. Vous l'avez ? On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, je commence par préciser que la semaine avait très mal démarré avec le visionnage de Dune de Villeneuve. Je ne devrais même pas appeler ça comme ça. Inutile de vous dire si j'ai peu apprécié la chose. Alors qu'en dire, c'est au niveau de la forme, c'est pas un mauvais film. C'est un film qu'on n'a pas besoin de voir, mais c'est pas un mauvais film. L'image est bonne, il y a des scènes plaisantes. Par contre, il y a zéro fond par rapport au livre. Moi, c'est ce qui m'a gêné. Quand je pense qu'on avait à l'époque critiqué la version de Lynch qui avait fait un flop commercial et du coup les critiques s'étaient engouffrés dans les mauvais résultats des entrées pour dire tout et n'importe quoi sur ce film qui bénéficiait quand même d'une vision du réalisateur un peu plus intéressante et beaucoup moins lisse me semble-t-il que la vision de Villeneuve qui se limite à la carte postale esthétique pub de parfum. Alors, on peut aimer, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai été très, très déçu. Plus j'y repense, j'ai laissé passer les jours pour voir un petit peu comment ça allait maturer dans mon esprit. Et je pense que c'est presque un scandale ce qu'il a fait, qu'il ait pu faire ça avec les droits d'une œuvre, d'un roman aussi subtil, aussi riche, en faire quelque chose d'aussi lisse, ça me semble. Bon, il reste une deuxième partie du film, peut-être se rattrapera-t-il. En tout cas, lui, ça a l'air de marcher en termes d'entrée. Donc, il va se rattraper surtout, je pense, et la Warner, à travers lui, vont se rattraper surtout sur les entrées. Enfin, en termes de qualité artistique, de vision, de propos, je sais pas, j'ai eu l'impression que le dialoguiste était covidé, les dialogues sont nuls, voire inexistants. Si vous voulez passer 2h30 dans l'univers de Frank Herbert et ressortir sans même savoir ce qu'est un manta, ni quelles sont les facultés mentales d'une Bene Gesserit, ni savoir un petit peu avoir une image de l'empereur et essayer de comprendre un petit peu son rôle, vous allez voir le Dune de Villeneuve, 2h30 de film, tous ces éléments-là n'y sont pas. Donc bon, c'est surprenant. Alors, il va peut-être mettre beaucoup dans la deuxième partie, j'espère, mais je pense pas. Je pense qu'il va continuer sur le développement avec Chani, la mourette entre Paul Muad'Dib, etc. Bon, alors quant à la vision un peu mystique, la portée mystique du roman, là encore, c'est le zéro pointé. Il y a rien. Là, je vous renvoie plutôt au documentaire sur le Jodorowsky qui avait été travaillé par le Dune qui avait été travaillé par Jodorowsky, et vous pourrez mesurer la différence entre un réalisateur ou en tout cas quelqu'un qui a une vision artistique et avec tout ce qui s'ensuit derrière, politique, mystique, etc., cosmologique même. Cosmogonique du roman, et puis quelqu'un qui se dit juste ça il y a moyen de faire un truc bien esthétique là-dessus, et puis c'est Dune quoi, donc ça va cartonner en termes de box-office. Voilà, donc très très déçu. J'ai enchaîné ensuite avec un espèce de rhinite, sinusite, etc., qui m'a vraiment fracassé pour toute la semaine, et donc la semaine partait vraiment très mal. Et puis, comme je vous le disais, le retour du grand frère. Alors, je vais casser le suspense qui devient insupportable, vous l'aurez compris. Le retour du grand frère, c'est ça, le premier numéro du retour de Métal Hurlant. Alors pourquoi le grand frère ? Parce que dans les années où Métal Hurlant était publié, j'étais un petit jeune homme, tout jeune, et pour moi c'était avoir accès à une vision de la société à travers le prisme de la science-fiction par des gens un peu plus âgés que moi, un peu plus avancés, mais que je pressentais déjà
avec lesquels je pressentais une proximité intellectuelle, une façon d'envisager l'univers dans lequel nous vivons assez proche de la mienne. Donc c'était un peu mes mentors. Voilà, magazine excellent qui a d'ailleurs été après, qui nous a été attrapé, capté par les Américains qui l'ont sorti chez eux. Il y avait le fleuron en fait de tous les dessinateurs de BD de science-fiction en France. Il y avait bien sûr Moebius, il y avait Jodorowsky, il y avait Drouillet, il y avait tous ces gens-là, tous ces grands monsieur qui ont vraiment fait évoluer les choses. Et puis il y avait une Bilal, enfin voilà. Ça a été une aventure un peu houleuse par moments d'ailleurs, parce que c'était assez difficile de trouver les financements et chaque bouclage était un peu soumis à ce que ça va marcher, à ce que ça va pas marcher. Et puis finalement, ça a tenu bon quand même pas mal de temps. Et puis ça s'est arrêté. Il y avait également Dionnet, je crois, qui était l'instigateur, le faiseur en fait de cet ovni littéraire qu'on trouvait à l'époque en kiosque. Là, ils sont revenus avec un crowdfunding où on pouvait précommander les 4 numéros. J'étais passé à côté. Et puis quand j'ai su qu'il était sorti, j'ai commencé à essayer de faire un peu les librairies de Nice pour voir où on pouvait se le procurer. Et je suis tombé sur une petite librairie à côté de chez moi et la patronne a été très sympa. Elle m'a dit j'en ai plus, mais je vais appeler, peut-être qu'il en reste. Et elle a pu en récupérer un numéro que du coup j'ai récupéré. Et donc voilà, c'est vraiment ça sauve ma semaine à lui tout seul, ce numéro. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, on retrouve un peu ce qui faisait la marque de fabrique du premier numéro. J'ai été surpris d'ailleurs de voir un article de Saint-Espondile avec lequel j'avais rapidement échangé parce qu'il avait un site à l'époque qui traitait de jeux de rôle et plus particulièrement de l'univers de Toulouse, de jeux Toulouse-like. Très sympa. On avait fait un podcast des choses sur le seuil avec Fabou et lui, très intéressant. Et là, il signe presque un petit éditorial. Alors la thématique, comme chaque fois, chaque numéro, ils sont très sur une thématique fort intéressante au vu de la période que nous vivons actuellement. Il s'agit de voir un petit peu du futur proche, ce qu'ils appellent le futur proche. Et puis, on va avoir donc une série d'articles ou d'entretiens qui vont s'interroger un petit peu sur le rôle, la science-fiction façonne-t-elle le futur, ou est-ce la précognition ou la préintuition du futur qui façonne la science-fiction? C'est super intéressant. Comme toujours, souvent avec Métal Hurlant, il y a plusieurs de la lecture, ça peut partir assez loin, philosophiquement parlant. Alors nous avons par exemple un excellent article de Dalmasio qui nous parle de son roman Les Furtifs, qui explique un peu toute cette nouvelle technologie, le côté peut-être un peu orwellien, et pourquoi il est urgent de commencer à lutter contre ça, ce qui m'a fait très plaisir. Hein. Vous savez que moi je fais partie j'allais dire des militants, c'est pas du tout le mot, pas du tout l'âme d'un militant, mais des partisans de rester, en ce qui concerne le jeu de rôle, sur une pratique, même quand on est en virtuel, la plus proche de la pratique normale, c'est-à-dire de rester sur le côté humain, la conversation, et d'éviter d'utiliser des interfaces. Depuis que nous nous sommes mis à jouer, bien sûr, hein, j'ai testé comme tout le monde, Roll20, Fantasy Grounds et tout ça, et puis depuis qu'on s'est mis à jouer vraiment en vocal uniquement, on a redécouvert, je trouve qu'on a redécouvert une dimension du jeu, qui est la technologie out. Et du coup, on reste sur quelque chose de très humain, de très dans l'échange, et dans l'échange entre êtres humains par la voix, sans utiliser d'ersatz, qui moi je trouve tire le jeu de rôle vers quelque chose qui moi me plaît beaucoup moins. Donc j'étais content de lire cet article de Dalmasio. Il y a un très bon article aussi de Bilal, là qui est plus axé sur l'écologie. Lui, il insiste sur le fait que, vu comment les enjeux écologiques sont peut-être importants dans la période actuelle, conviendrait peut-être que les écologistes arrêtent de
de se barrer dans des idéologies à la con et se recentre vraiment sur ce dont on a besoin, à savoir l'écologie. Là encore, je plus sois, et j'espère que mes auditrices vont également commencer à un petit peu intégrer de quoi on parle. Et puis après, vous avez bien sûr toute la partie BD, etc. Et là, bah, vous avez un florilège comme à chaque fois, des super histoires. Il y a un petit peu tous les styles de BD qui sont représentés, et on va rester dans cette thématique. Donc c'est vraiment un excellent numéro. Le premier d'une série qui j'espère va être longue. Soutenez-les, allez-y acheter le magazine parce que on a envie d'avoir la suite. Le futur, c'est déjà demain. Métal Hurlant, la bonne nouvelle, certainement du mois même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.